Alors François-Marc Durand, bonjour. Bonjour Quentin. Alors est-ce que je peux vous demander une petite indiscrétion pour commencer, votre morceau de piano préféré, peut-être une image, un souvenir que vous associez à un morceau de piano? Alors, beaucoup de morceaux de piano que j'aime beaucoup, moi, parce que je suis pianiste. Mais j'ai un morceau, c'est mon enfance. Je vivais dans une famille, il y avait à l'époque, vous savez, ce qu'on appelait des pick-up ou des tourne-disques, l'époque des micro-sillons. Et il y avait, mon père aimait beaucoup les disques de jazz, il y avait beaucoup de jazz, ma mère aimait beaucoup la chanson française. Et Ouais. puis, il y avait quelques disques classiques et il y en avait un que moi, j'aimais tout de suite, j'ai aimé la musique classique. Et c'était le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, qui est évidemment très connu, qui est un must de la littérature pianistique. Et voilà, c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'il se trouve que je suis en train de préparer l'enregistrement de ce concerto. Voilà, donc je suis en train de réaliser un rêve d'enfance en jouant ce concerto. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre François-Marc Durand qui n'est pas pianiste professionnel, comme on pourrait le croire après ce qu'il vient de nous dire. Vous êtes président de Lazare Asset Management et banque privée, mais aussi donc évidemment pianiste, collectionneur de tableaux, philanthrope. On va passer un peu en revue vos différentes passions, mais on va se concentrer en premier sur la première passion qui est votre activité professionnelle. Enfin, j'espère que c'est une passion. En tout cas, qu'est-ce qui anime votre rentrée après cette période un petit peu inédite chez Lazare? Donc, vous savez, pour les financiers, quelque chose qui était du jamais vu. Alors, ceci dit, on dit souvent du jamais vu. On a eu du jamais vu en 2009 avec une crise qui était séculaire. Et puis là, on a eu un nouveau jamais vu, encore plus jamais vu, si j'ose dire, que la crise de 2009. Et la vraie problématique qu'on a eue, c'est que non seulement l'économie s'est effondrée, on le savait, non seulement elle allait repartir de façon très forte, ça on le savait, mais la vraie question qu'on a eue, nous financiers et nous gestionnaires d'épargne, c'est mais quelles vont être nos grilles de lecture? Comment on a d'habitude toute une série de batteries d'indicateurs qu'on suit bien, l'appareil statistique est très bien fait dans la zone euro, même aux États-Unis, donc on a des éléments tangibles. Mais que veulent-ils dire dans une situation où l'économie a été arrêtée, où les gens sont chez eux, ne peuvent plus travailler? Ça n'a plus de sens. Donc la vraie grosse question pour nous, ça a été ça tout au long de cette année, et c'est aujourd'hui, maintenant que c'est la rentrée, maintenant qu'on est revenu quand même, essentiellement, une grosse partie de l'économie est revenue au travail et fonctionne à nouveau, c'est évidemment la grosse question, c'est le rythme de retour à la normale. On sait que tout n'est pas revenu à la normale. On sait qu'il y a des, secteurs. Oui. Le rythme de retour à la normale et ces fameuses grilles qui, en temps normal, sont fiables et qui ne le sont plus. Comment, à part quoi vous les avez remplacées? Comment est-ce que vous arrivez à prédire ou à dessiner de façon plus ou moins fiable ce qui va arriver à court, moyen terme? Oui, très bonne question. Alors, en général, les économistes, et donc les financiers qui s'appuient sur l'économie, regardent la croissance du PIB d'un trimestre sur l'autre. Là, ça n'avait juste plus aucun sens parce qu'on savait que le PIB du deuxième trimestre allait s'effondrer puisqu'on avait fermé l'économie, et j'allais dire de façon très volontaire. Ouais. Et on savait aussi que quand on allait rouvrir l'économie, on ne savait pas exactement quand, mais on savait que ça durerait peut-être un mois ou deux, ce confinement, que l'économie repartirait de façon très très forte. Et donc on savait ça, cette séquence. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était si on dit que l'économie a une taille 100 au 1er janvier, quelle sera sa taille au 31 décembre? Est-ce qu'elle sera à 80, à 90, à 95 ou à 100, peut-être même au-delà? C'était ça la question. Ouais. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a considéré comme étant la question. Donc, tout ce que vous me dites, en fait, c'est que tout ce qui est arrivé après la crise, donc la reprise très forte de l'économie, vous l'aviez envisagé. En fait, vous aviez quasiment tout envisagé. Si je vous demande de faire un petit peu de prospective, là, il y a beaucoup de scénarios un peu alarmistes, un peu catastrophistes, parfois complètement démesurés. Qu'est-ce que vous, en tant que prospective, j'ai pas vu sur votre CV que vous étiez prospectiviste, mais de fait, dans votre métier, vous êtes obligé de l'être un peu. Comment est-ce que vous visualisez la fin de l'année 2020 et les mois qui vont suivre? Alors, mon métier, c'est la prospective.
vous avez tout à fait raison de le dire, et le métier de la DAF gestion, la société que je dirige, c'est la prospective. On doit comprendre ce que va être le futur. Alors, notre sentiment, notre analyse, d'abord, évidemment, est quand même assez liée à la pandémie. Et il est sûr que si on avait, par exemple, si on trouvait un vaccin, ce qui est très possible, qui n'est pas certain, mais qui est assez probable, ça enverrait un signal de respiration à l'économie incroyable et probablement insufflerait pour les agents une énergie, une positivité qui ferait que l'économie redémarrerait probablement très fort. Voilà, mais nous, on ne table pas sur ce, ça serait une sorte de cerise sur le gâteau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jamais dans l'histoire économique, les autorités monétaires, les autorités, les gouvernements n'ont réagi avec autant de sévérité. Le début de la catastrophe avait à peine démarré que déjà les mesures avaient été votées. Et vous avez vu à quel point l'Europe a réussi à se mobiliser d'une façon qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se mobilise. Donc nous, dès le début, on a compris que ce qui allait se passer allait être positif. Et alors, comme je savais que vous alliez me poser cette question, j'ai quand même, je sais que depuis Valéry Giscard d'Estaing, plus personne ne le fait. Moi, je vais le faire. Je vais vous montrer un graphe. Je vais juste vous montrer ce graphe-là. Et voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ce graphe-là montre l'évolution du revenu des ménages. Et vous avez dans le revenu des ménages, vous voyez l'effondrement du revenu lié au travail, mais le revenu total disponible, c'est-à-dire compte tenu des transferts, il est à un niveau jamais atteint. C'est-à-dire que non seulement on a cherché à compenser les effets de la crise, ce qui est normal, mais on en a fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour être absolument certain qu'on n'allait pas aller à la catastrophe. Et comme finalement il n'y a pas eu de catastrophe sanitaire, c'était un drame, mais pas peut-être moindre que ce qu'on aurait pu craindre, eh bien finalement, cet excès de liquidité qui s'est injecté dans l'économie, aujourd'hui qu'on a fini le confinement, eh bien on va en profiter. Alors François-Marc Durand, je rectifie ce que vous avez dit, vous saviez que j'allais vous poser cette question. Or, vous avez anticipé, vous avez prévu que je vous la pose, parce que moi, je ne vous ai pas transmis mes questions. Mais non, mais mon métier, c'est la prospective. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? C'est votre métier. Donc, si on passait maintenant, sans transition, du graphique économique à la partition musicale. J'ai vu sur YouTube une vidéo où vous jouez du piano, du Schumann, je crois. Vous avez appris le piano très jeune, hein, vous l'avez dit. L'avez ensuite laissé de côté. Je crois que vous êtes revenu jeune adulte. Vous avez créé la fondation L'Or du Rhin, en référence à l'opéra très connu de Wagner. Vous y êtes revenu pour quelle raison? Vous aviez besoin de... Je n'ai pas fait d'études au conservatoire, je n'ai pas fait d'études académiques, comme on l'appelle. J'ai fait un peu de piano quand j'étais petit, puis après j'ai fait du football, ça m'a plus intéressé, et puis après d'autres choses. Voilà. Et puis quand je suis devenu adulte, quand j'ai rentré dans la vie active, j'ai eu une sorte de passion intérieure, de feu intérieur, et je me suis dit, mais au fond, une partie importante de ma personnalité réside là-dedans. Et je me suis lancé un peu à corps perdu, parce que c'est quand même assez cuit en réalité quand on est adulte, hein, pour des raisons musculaires, pour des raisons, voilà. Et je me suis dit, c'est mon chemin de croix, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais j'arriverai au sommet de ce chemin. Bon, le sommet n'existe pas en musique parce que ça peut toujours être mieux et toujours plus perfectible, mais je crois que j'ai fait quand même un bon bout de chemin puisque j'ai réussi à enregistrer ces concertos que vous avez vus, que j'ai mis sur YouTube en partie. Voilà, et mon troisième enregistrement, puisque j'ai enregistré le concerto de Schumann, le concerto de Chopin, premier, et maintenant j'enregistre le concerto de Tchaïkovski, qui est d'une difficulté, d'une virtuosité exceptionnelle et qui est une sorte d'Himalaya, je crois, pour un amateur. Voilà. Et puis alors, c'est vrai que j'ai une passion pour la musique et vous signalez que j'ai autre chose, de façon, j'allais dire, un peu disjointe et séparée. J'ai créé une fondation parce que ça, c'est peut-être un autre côté de ma personnalité, mais je pense que quand on a eu la chance de bien réussir, on doit redonner aux autres. Ça, c'est indispensable, c'est un message. Je sais qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui suivent votre émission et j'ai envie de leur dire, voilà, vous avez de la chance, vous êtes chef d'entreprise, vous avez bien réussi dans la vie, vous êtes au sommet de la société, donnez aux autres, pensez aux autres, parce que c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai fait quelque chose, c'est modeste, mais j'ai créé une fondation qui distribue des bourses aux jeunes musiciens du Conservatoire national de musique supérieure de musique de Paris, parce que c'est un monde très pauvre, la musique. Il faut savoir, surtout la musique classique, hein, dans le rock, c'est peut-être un peu mieux, mais dans la musique classique, c'est un monde très pauvre et il y a des jeunes qui
dédient leur vie, qui ne font rien. C'est quasiment s'ils mangent ou ne mangent pas. Mais par contre, ils travaillent comme des fous. Et moi, je les aide, je donne des bourses qui leur permettent de s'en sortir. Partager la musique et partager l'art aussi, je crois. J'ai vu que vous étiez collectionneur. Vous avez une dizaine de tableaux de maîtres, Renoir, Cézanne, Pissarro. J'ai vu ça dans un reportage de France 2. Alors pardonnez-moi, mais généralement, ces acquisitions, parfois des héritages, c'est quelque chose qui sont généralement plutôt voués à la discrétion de leurs propriétaires. Vous, c'est l'inverse. Vous en êtes plutôt fier et vous les prêtez d'ailleurs à différents musées. Oui, je n'ai hérité de rien. Je n'ai rien à cacher. Tout est déclaré et tout est. Enfin, c'est de l'argent totalement propre. C'est le travail d'une vie qui est investi là-dedans. Et j'ai la même réflexion vis-à-vis de l'art, de l'art pictural, c'est que ça ne peut pas rester la propriété privée. C'est des œuvres qui sont magnifiques. J'ai une chance extraordinaire de les avoir chez moi, mais elles doivent appartenir au public. Donc, le milieu artistique, les gens qui organisent des expositions le savent, les grands musées le savent, ils connaissent ma collection. Et donc, quand ils me demandent systématiquement, l'an dernier, j'ai un tableau de Renoir qui est parti à Rome. Là, j'ai un Cézanne qui est actuellement au musée Marmottan. L'an dernier, il y a 1 an et demi, j'ai un tableau de Kokoschka qui est parti au musée Léopold, qui a organisé une grande rétrospective Kokoschka. Ouais. Les tableaux sortent régulièrement et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Ils ne sont jamais tous présents au complet dans votre salon. Dernière question, François-Marc Durand. La Fondation de France vous qualifie de philanthrope, humaniste, mélomane. Donc, j'aurais rajouté businessman aussi tout de même. On parlait déjà beaucoup de finances responsables avant la crise sanitaire. Donc, plus que jamais, nombreux sont ceux qui disent qu'un modèle d'entreprise exclusivement basé sur le profit n'a plus aucun sens. Est-ce que c'est de la langue de bois pour vous ou est-ce que fondamentalement c'est quelque chose qui est en train d'être officiel dans une certaine mesure et fait partie des objectifs de toute entreprise qui se respecte? Mais c'est tout sauf de la langue de bois. Notre société humaine est confrontée à des défis incommensurables. On parlait des crises sanitaires, on parlait de la grande crise économique de 2009, mais le défi du réchauffement climatique est sans commune mesure, puisque c'est pratiquement la survie de la planète qui est en jeu. Donc il faut prendre, je pense, conscience de ces défis-là et les intégrer dans l'investissement. On a une part de responsabilité au sens positif du terme, c'est-à-dire puisque c'est quoi le métier d'une société de gestion? Vous ne m'avez pas posé la question, je pensais que vous la poseriez. Mais je réponds parce que les gens ne savent pas, au fond, ils pensent que nous, on reçoit l'épargne des épargnants. Des gens qui ont de l'argent, que ça peut être des caisses de retraite, ça peut être des individus, et on les alloue dans la société. Et donc, l'endroit où on va les allouer, c'est à la fois, on va essayer d'avoir la meilleure performance possible pour nos clients, mais on a un rôle d'agent dans la société très important. Suivant que l'épargne, on va l'aiguiller dans telle ou telle direction, à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, vous voyez bien que l'économie va s'orienter d'une façon ou d'une autre. Donc, notre responsabilité, elle est considérable. Parce que l'épargne responsable, parce qu'on parle de ça, l'épargne responsable des gens, c'est vous qui la dessinez, qui l'irriguez. Bien sûr. Et donc, nous gérons de façon responsable toute l'épargne. Il y a des gens qui sont très attachés à ça, qui nous confient avec un peu cet objectif-là. Mais le reste de l'épargne, on a un devoir, nous, d'agents de la société, de travailler pour le bien commun aussi. Le bien commun est quelque chose d'important. Donc, nous, on fait très attention à orienter cette épargne-là vers des endroits qui sont sains. Et aussi très important de savoir que souvent, la performance financière colle avec l'intention sociale ou sociétale. Je vais vous donner un exemple très simple. Et très rapide, parce qu'on papote déjà depuis quasiment un quart d'heure, et normalement, on n'a que 10 minutes. Mais je vous écoute. Non, mais je veux dire, si vous apportez de l'argent sur les technologies en 2000, au moment où il y a déjà une abondance d'argent dedans, vous ne faites pas votre boulot et vous allez faire une catastrophe puisque vous investissez au pire moment de la bulle, l'argent et la performance va être catastrophique. Généralement, performance des clients et adéquation du besoin social se correspondent, c'est la chance de notre métier. L'équation de la finance responsable selon François-Marc Durand, banquier d'investissement, pianiste,
collectionneur d'art. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions du Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présentiel, disons-nous maintenant. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, merci à vous.